Et coucou YouTube, on se retrouve pour le dernier bilan lecture de l'année, la première vidéo de l'année également. Voilà, donc très précisément mes 12 dernières lectures de 2023. Voilà, ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de bilan lecture, donc il était temps que j'en fasse un. Et bah voilà, écoutez, comme d'habitude en live. Et du coup, alors, il y a 12 livres plus 2 abandons. Franchement, en fait, à chaque bilan lecture, il y a au moins un abandon. Hein. C'est un truc de fou. Avant, j'abandonnais quasiment jamais mes livres et maintenant, je ne fais que ça. Enfin, c'est pas que je fais que ça, mais je n'hésite plus. Je n'hésite plus à abandonner quand ça me saoule, en vrai, je crois. Même si c'est des services presse. Alors, si c'est des services presse, j'hésite un peu plus. Hein. D'ailleurs, je vais en parler un peu à la fin. Mais en tout cas, voilà, maintenant je me force plus parce qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout ce qu'il y a à lire. Donc voilà, des fois ça vaut pas le coup. Du coup, je vais commencer par les abandons et ensuite, comme d'habitude, ça va être de la moins bonne lecture à la meilleure. Et j'ai eu 2 coups de cœur quand même. C'est comme quoi ne jamais faire de bilan avant la toute fin de l'année, parce que en plus l'un de mes coups de cœur, je l'ai terminé le 31 décembre. Voilà, pour dire que... Et alors le 31 décembre, en fait, même... Bon, je le compte comme 31 décembre, mais en fait, c'était même le 1er janvier, parce que... oui, j'ai écouté un peu de livres audio après ma soirée, alors qu'on s'est couché très tard, mais j'arrivais pas à dormir, mais bon, parce que il m'est arrivé des choses, on va dire. Et du coup, j'arrivais pas à dormir et du coup, j'ai écouté la fin de mon livre audio. Voilà. Et puis je le compte. Voilà, pour moi, je considère que c'était en 2023. Mais pour vous dire que c'était vraiment à la toute dernière minute, on peut pas faire à plus dernière minute que ça. Et voilà, comme quoi il faut jamais faire de bilan avant le 1er janvier. Jamais, jamais. Voilà, on est d'accord, Karine. On ne sait jamais. Et d'ailleurs, bah, vous aurez mon bilan de l'année. Je vais le tourner, enfin, je vais le faire en live dimanche, le 7. Et donc, vous l'aurez le 8. Voilà. Ça, au moins. Mais ça ne sera pas la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera un litté rétro. Allez, c'est parti. Donc, premier abandon de ces 3 dernières semaines. Campus Games de Amy Hopper et Chloé Wilde, qui était donc vous aurez compris du coup que je ne vais pas valider l'item du défi lecture à la catégorie littérature ergodique. C'était le livre dont vous êtes le héros que j'avais prévu de lire pour cette catégorie. J'ai mal choisi, parce que j'en ai d'autres des livres dont vous êtes le héros. Non, c'était chiant. C'était chiant, franchement. Je me suis forcée. Hein. J'ai même... en fait, en vrai, je l'ai lu. Enfin, je l'ai commencé en septembre. Et je l'avais mis de côté et je l'ai repris un petit peu en décembre là. Et en fait, j'arrive pas. C'est pas très bien. C'est pas très bien. C'est une histoire donc assez basique de romance. Alors en plus, c'est présenté comme un thriller. Alors ils disent plus thriller, pas thriller romantique, mais un peu du même style. Il n'y a rien de thriller dedans, il n'y a absolument rien du tout de thriller, c'est juste une romance. J'ai pas compris le délire du thriller, c'est pas du tout un thriller, il n'y a rien. Moi je me suis dit, je sais pas, il va y avoir un meurtre, ou il va y avoir un truc toxique, une relation toxique, ou un truc qui va te faire dire que... qu'on va avoir peur avec l'héroïne. Non, non, moi j'étais hypée de faire un livre dont vous êtes le héros en mode thriller. Non, non, que dalle, que dalle. Coucou Solveig, bonne année à toi. Oh, j'ai même pas souhaité une bonne année à YouTube d'ailleurs, c'est vrai. Ouh, bouh, la vilaine. Non, mais moi, avec moi, en vrai, les bonnes années, c'est 1er janvier et puis après, j'oublie à chaque fois. Je vois les gens, j'oublie qu'il faut souhaiter la bonne année. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, du coup, bonne année YouTube. Meilleurs vœux, tout ça. Faites bonnes choses. Alors, les thrillers, c'est pas forcément du sang, parce que Steph dit les thrillers, c'est du sang. Pas forcément, il y a des thrillers psychologiques aussi. Hein. J'adore d'ailleurs les thrillers psychologiques, même les thrillers domestiques aussi. Il y a rarement du sang dedans.
mais au moins on a peur, on est en angoisse, il y a quelque chose, il y a une atmosphère, quoi. Non, là, il n'y a rien de tout ça. C'est juste une romance, en fait. Donc, c'est une jeune fille qui rentre à la fac. Et en gros, ben, à la fac, elle va rencontrer deux mecs complètement différents l'un de l'autre. Et voilà, et en gros, le but du jeu, entre guillemets, ça va être plus ou moins de choisir entre l'un et l'autre. Mais l'histoire, le scénario derrière, il est zéro de chez zéro. Vraiment, c'est pas intéressant. Alors, à part de temps en temps, il y avait des petites fulgurances féministes. Il y a un truc que j'ai adoré dans le livre. Il y a quand même un truc que j'ai adoré, mais bon, c'était très court, hein, voilà. C'est qu'à un moment, les personnages font un test. Vous savez, les tests qu'il y a dans les magazines, là, où il faut cocher des trucs et à la fin, ça te dit test de personnalité, voilà. Et là, c'est le test, en gros, êtes-vous féministe, un truc comme ça. C'est pas êtes-vous féministe, c'est êtes-vous féministe dans votre couple, je crois, un truc comme ça. Et du coup, c'était très rigolo parce que ben, nous, en tant que lecteurs, lectrices, on est amenés à faire le test aussi. Et donc, du coup, selon les résultats, ben, tu choisis la suite du truc. Et ça, c'était cool. Et surtout, ce qui était bien, c'est que, en fait, le test, il était modifié par un personnage. Donc, c'est un personnage qui dit eh, tiens, fais le test et tout. Bon, j'ai modifié un petit peu les réponses. Et en fait, il a modifié les réponses, mais avec de l'humour. Et c'était hyper drôle. Ça c'était très drôle, c'était très féministe et tout, ça j'ai bien aimé. Et à la fin, et en gros, voilà, les résultats, si tu réponds pas en mode féministe, évidemment, tu passes pour la grosse boumeuse, quoi. Mais c'était rigolo. Coucou Nelly, bonne année. Ah non, j'oublie pas de dire bonne année. Mais voilà, mais il y a que ça. Et sinon, après le reste, bon, c'était vraiment pas ouf. Et au final, c'est pas super féministe en plus. Parce que malgré le fait que l'héroïne, elle lise Emily Dickinson et tout ça, machin, et que voilà, il y a des réflexions un peu féministes dedans, bon, à part ça, euh, elle est quand même à fond sur deux mecs là. Et bon, voilà. Qui n'ont rien. En plus, il n'y en a aucun des deux que j'aimais. Alors, c'est ça le truc chiant. Si au moins j'avais une préférence et tout ça, il n'y en avait aucun des deux que j'aimais. Quand j'étais là, putain, mais ils sont nuls à chier les deux. Je suis censée faire quoi exactement? Au bout d'un moment, j'ai fait bon, allez, salut. Non, c'est bon. Bref. Et le deuxième abandon, bon, c'est un peu de ma faute parce que je savais pas que c'était un tome 2. C'était Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel. Mais bon, tome 2 ou pas, c'était pas ouf. En fait, apparemment, voilà, donc si j'ai bien compris, le tome 1, c'est la romance. Et là, le tome 2, ils sont en couple. Mais ça, je savais pas. Donc, moi, justement, j'avais trouvé, c'était un livre audio gratuit sur Audible. Et donc, j'étais là, ah bah bien, c'est pas une romance, puisqu'ils sont déjà en couple. Donc, en fait, c'est plutôt une comédie où ils organisent leur mariage et où rien ne va se passer comme prévu. Donc, ça avait l'air drôle. Pour Noël, c'était très bien. Sauf que c'était chiant. En plus, bon, la nana qui lisait, elle faisait des faux accents britanniques parce que le mari, enfin le futur mari, il est britannique et sa famille aussi. Et donc, on avait le droit à ce genre d'accent trop fake, voilà, et c'était horrible. C'était horrible à écouter, je suis là, mais non, arrête, pourquoi tu fais l'accent, on s'en fout, il faut pas faire les accents quand vous faites des livres audio, il faut pas faire ça. Ne faites pas ça, c'est pas grave, on nous précise, c'est précisé en général qu'ils ont l'accent britannique, on s'en fout, c'est pas la peine de le faire. Et du coup, voilà, non, c'était. Et puis bon, en plus, l'histoire était vraiment pas ouf, quoi. Ah, c'est vrai, tu viens de le commencer, Solveig. Ah, c'est marrant, mais est-ce que t'as lu le tome 1 du coup? Parce que Karine, elle disait que. Karine, elle disait que le tome 1 c'était mieux. Mais je sais pas ce que c'est le tome 1. C'est pas si simple, je vois, après le best-seller, pas si simple. Tu nous dis, Karine. Mais voilà. Ah, voilà, c'est pour ça en fait. Peut-être faut lire le 1 d'abord. Mais du coup, voilà, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. Ah d'accord, ok. Bon ben voilà, c'est pas si simple. Voilà pour celui-ci. Ouais, Karine disait que le 1 était bien, mais qu'après c'était pas bien. Donc bon, ben, on n'a pas eu de chance. C'est pour ça que c'était gratuit peut-être. Bon, ensuite on attaque les livres que j'ai lus en entier cette fois.
Et donc, je commence par Le sapin oui, les boules non de Lise E. Myers, que je sais plus qui c'est qui avait cité, je crois que c'était Rose, qui avait cité Rose Livre, qui avait parlé de cette romance qu'elle voulait lire aussi. Et bon, comme j'avais envie d'une romance un peu rigolote pour Noël, voilà, je me suis attaquée à ça. Et bon, alors je pense que pour les gens qui lisent des romances de Noël, qui aiment bien ça, c'est cool. Moi, je suis restée un petit peu, un petit peu de marbre. Voilà, on va pas se mentir. C'est l'histoire d'une femme. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quand même des trucs positifs dedans. C'est que on suit une femme qui a 3 enfants pré-ados. Donc, elle est pas loin de la quarantaine. Qui est divorcée et qui veut personne en fait, qui cherche pas, elle veut juste, en fait, elle veut juste des coups d'un soir, voilà. Mais c'est bien, ça change un petit peu, voilà, bon. Elle veut juste des coups d'un soir, elle a pas envie elle veut plus s'engager avec quelqu'un parce que, ben voilà, avec son mari, ça s'est pas bien terminé, avec un ex, elle a une relation, un autre ex, elle a une relation toxique, du coup, voilà. Et donc effectivement, elle a des coups d'un soir, et puis lors d'un énième coup d'un soir, elle va se barrer en scred euh, le lendemain matin. En fait, ça s'est tellement bien passé qu'elle est restée toute la nuit, alors qu'elle d'habitude elle part direct après. Et donc elle est restée dormir, et donc comme le matin il n'était pas là, elle s'est barrée en scred. Sauf que lui considère que ben, ça s'est bien passé, il comprend pas qu'elle se soit barrée. Et en fait, toute l'histoire va tourner autour de lui, il veut vraiment un truc sérieux et elle pas. En gros, c'est ça, quoi. Et donc, il va y avoir un truc, évidemment, facilité scénaristique. Elle va se retrouver à devoir travailler avec lui. Voilà, bon, bref, j'entre pas dans les détails. Mais bon, c'est un petit peu redondant, surtout que t'es là, ouais, bon, meuf, ok, je comprends que tu ne veuilles pas t'engager, mais là, le mec est très bien. Et d'un autre côté, les deux, en fait, étaient plus ou moins en tort, parce que d'un autre côté, le mec, pourquoi tu t'acharnes sur elle, alors que genre, c'est censé être un méga beau gosse, et tu peux trouver d'autres meufs derrière, quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment le truc, c'est bon, vous vous connaissez depuis 2 jours, ça va. Donc en fait, dans les deux cas, j'étais là, ouais, bon, vous êtes chiants les deux là. Fou. Du coup, ça me saoulait. Donc voilà, j'étais pas trop de ouf avec cette histoire. Mais bon, j'ai lu en entier parce que ça se lisait vite et que voilà, c'était pas non plus horrible à lire, hein. Mais voilà. Après, il y avait toute l'ambiance de Noël avec les enfants, tout ça. C'était mignon. Bon. Ensuite, encore genre toutes les romances de Noël sont à la fin. Euh, Bon, alors là, c'était mieux. Là, c'était mieux. Celui-là, il m'a pas laissé de marbre, on va pas se mentir. J'ai même versé une petite larme à un moment. Mais après, objectivement parlant, par rapport à mes autres lectures, c'était pas non plus un truc de fou, hein. Donc, Un Noël sans fin de Christina Loren, qui est, je rappelle, un duo d'autrices. Donc, l'histoire, alors moi, ce que j'aimais bien dans l'idée, c'est qu'il y avait... Ouais, bah, en vrai, j'en ai lu que 2, hein. J'en ai lu que 2 parce que Comment rater son mariage à Noël, d'une part, c'était pas une romance, et d'autre part, je l'ai abandonné. Donc, au final, j'en ai lu que 2. C'était ces deux-là. Donc, voilà, ce qui m'a bien plu dans le pitch, c'est que on est sur une histoire de boucle temporelle. Donc, l'héroïne, elle a 26 ans, je crois. Euh, En fait, elle passe toutes ses vacances d'hiver dans le... Alors, c'est pas le chalet familial, c'est le chalet d'amis à ses parents, mais en fait, ils sont très proches les uns des autres. C'est comme une grande famille au final. Donc, il y a les amis des parents, les parents, les oncles, les cousins, les machins, les enfants, etc. Et ils se retrouvent tous chaque année pour fêter Noël dans ce chalet. Et donc là, elle y va. Et le truc, c'est que en fait, ça commence. Le livre commence alors que Noël est passé. Que c'est, enfin, c'est le jour de Noël. Le réveillon est passé.
Et en fait, l'héroïne, elle est en panique parce que elle a embrassé euh, l'un des fils des amis de ses parents. Et sauf que elle est pas du tout. En fait, elle est amoureuse du frère. Voilà, elle est amoureuse du frère et elle a embrassé le mauvais frère, quoi. En gros, voilà. Et du coup, elle est en panique à cause de ça. Et le truc, c'est que, bon, la journée se passe, ils doivent partir, ils doivent rentrer. Et au moment où... Non, c'est pas au moment où ils rentrent. Ou si, je sais plus. Bref, ils sont en voiture. Ils sont en voiture et d'un coup, ils vont avoir un accident de voiture. Et donc, elle va perdre connaissance. Et quand elle se réveille, elle est dans l'avion. Et donc là, elle se dit, mais what the fuck, c'était pas du tout... On était en voiture, qu'est-ce qui se passe et tout ça, elle comprend pas. Et elle se dit, est-ce que je suis déjà dans l'avion du retour? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle comprend, en parlant avec son frère et ses parents, que elle est dans l'avion de l'aller. Donc en fait, elle a fait un bond dans le temps d'une semaine. Elle est revenue dans l'avion de l'aller, donc elle va pas comprendre et tout. Et en fait, quand elle arrive, tout ce qu'elle a déjà vécu, ça se repasse en fait. En tout cas, la première journée. Exactement les mêmes petites anecdotes et tout ça. Et du coup, elle va re-avoir, mais juste le premier jour, il va lui arriver je sais plus quoi, elle va tomber, enfin, ou un truc va lui tomber sur la tête, je sais plus. Coucou Bubu, bonne année, merci pour ton abonnement, j'espère que tu vas bien. Et donc, elle va encore perdre connaissance et encore se réveiller dans l'avion. Et en fait, on va comprendre qu'elle est dans... Enfin, elle va comprendre, nous aussi, qu'elle est dans une boucle temporelle. Et que donc, comme qui dit boucle temporelle, dit qu'il faut faire quelque chose pour arrêter la boucle temporelle. Voilà. Et donc, voilà, on va suivre un peu ses aventures comme ça. Et donc, ça commençait bien. C'est pas grave, je comprends. C'est quoi ta lecture, du coup? Donc voilà, ça commençait bien. Sauf que arrive un moment où il n'y a plus de boucle temporelle et où la romance va se faire. Alors je vous dis pas avec qui, même si bon, voilà, mais je vous dis pas avec qui quand même. Ah, il y a quand même un petit suspense. Bref, la romance va se faire et à partir de là, il n'y a plus de boucle temporelle et en gros, Osef. Et du coup, j'étais là, ouais, bon, d'accord, mais c'est un peu dommage parce qu'au final, même si, bon, après, il y a l'explication et tout ça, mais quand même, j'étais un peu déçue que ce soit un petit peu éludé facilement à partir du moment où il y a la romance. Après, j'ai quand même pas trop mal aimé cette romance dans le sens où ce sont deux personnes qui se connaissent depuis très longtemps et du coup, ben, qui ont des points communs et voilà. Et du coup, on croit à la romance. C'est pas genre juste coucou Patty, bonne année, même si je te l'ai déjà dit. Te laisser partir. Ah oui, c'est génial, te laisser partir. Clairement. Qui sera peut-être d'ailleurs dans mon bilan. Je réfléchis encore, mais. Et donc, voilà, du coup, voilà, c'est pas comme les romances où ils se rencontrent et 2 jours après, ça y est, ils sont fous amoureux. Non. Ou alors, ils ont 0 point commun, mais ils sont amoureux quand même. Non. Là, il y a vraiment... on croit à cette romance, on sent qu'il y a vraiment un truc fort entre les deux. Et du coup, voilà, ça, j'ai bien aimé. Et oui, après, voilà, il y a des trucs qui sont joliment dits et tout ça. Et ouais, j'ai versé un petit... Enfin, c'est pas que j'ai versé ma larme, j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux, on va dire, à un moment. Voilà. Mais après, bon, ça reste une romance de Noël. J'avoue que peut-être je suis difficile en romance de Noël, hein, vous allez me dire, mais parce que je suis pas fan des romances de base. C'est pour ça, en vrai, voilà. Mais par contre, je pense que, voilà, comme d'habitude, ça plaira aux fans de romances de Noël. Surtout que, bon, les autrices, là, sont assez connues. Bref, voilà pour celui-ci. Alors, L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'était bien, mais c'était pas le truc de ouf auquel je m'attendais. Voilà, donc je l'écoutais en audio celui-ci, pour le coup. Donc en fait, on suit... Alors, on est dans l'ancienne Russie, d'ailleurs ça s'appelle la Russe, pourquoi pas.
Et donc voilà, c'est un roman historico-fantastique, enfin qui se base sur un peu sur des légendes russes, etc. Et en fait, on va suivre un peu une histoire de famille avec... je suis même pas trop capable de raconter l'histoire en détail, mais en gros, voilà, il y a l'histoire de mariage arrangé. Si on suit en particulier une héroïne qui est un peu à part, qui est un peu, oui, il y a un côté féministe parce qu'elle est un peu, elle est un peu garçon manqué, elle a pas du tout envie de se marier, de rester au foyer et tout ça, elle veut plus un peu partir à l'aventure, etc. Euh, et du coup, elle va fortement, j'allais dire fasciner et en même temps se confronter à un personnage qui est plus ou moins l'antagoniste de l'histoire, qui est un prêtre, un prédicateur en fait, hein, qui est venu au sein un peu dans le village en fait pour prêcher la parole de Dieu. Et voilà, il va en fait dans ce village il y a pas mal de créatures fantastiques, voilà, mais qui apportent leur contribution en fait à la vie du village. Sauf que évidemment, ce genre de choses c'est contraire à la religion. Et d'ailleurs, on est dans quelle religion orthodoxe, je suppose, chrétien orthodoxe, je pense. Bref, en tout cas monothéiste. Et du coup, le prêtre va dire non, il faut absolument chasser ces démons, etc. Et le problème, c'est qu'en chassant les démons, ben, ça va porter préjudice au village. Et heureusement qu'il va y avoir donc l'héroïne pour essayer d'arrêter le prêtre. Le prêtre qui va être fasciné, voire plus ou moins amoureux de cette héroïne. Mais voilà, donc moi, tout le côté anticlérical m'a beaucoup plu, j'avoue. C'est peut-être le truc que j'ai préféré dans ce roman. Mais par contre, j'avoue que je me suis fait chier. Je me suis souvent fait chier. C'est très long. Et pourtant, c'était en audio. J'ose même pas imaginer si je l'avais lu en papier. C'était très long, très lent, très... beaucoup de choses qui auraient pu être coupées, on va dire. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, ça m'a souvent ennuyé. Je me suis souvent ennuyée, en fait. Coucou, bonne année, Lotidar. Tu vas lire une première romance. Ah, toxique, elle, ça me parle. Ok, bah tu nous diras, Patty, du coup. Hmm. Ah oui, romance de Noël de Karen Ponte, moi j'avais pas trop été de ouf, pour le coup. Donc voilà, du coup, ouais, je suis un peu en demi-teinte sur celui-ci, parce que, disons que j'ai aimé le fond, mais moins la forme, on va dire ça. Voilà. C'était un peu trop long pour moi. Mais il y avait plein de trucs intéressants dedans. Notamment, voilà, cette dimension anticléricale et un peu féministe aussi, qui m'ont beaucoup plu. Ensuite, alors, chère mamie, chère maman de Bike Souline, qui était un service presse envoyé par Atelier des Cahiers, qui m'envoie toujours leur service presse sans que je leur demande, mais ça fait plaisir. Bon, là, c'était un tout petit livre, hein, il faisait 60 pages. Vraiment, voilà, c'est une nouvelle, ouais, c'est plus une nouvelle qu'un roman. Où, en fait, alors je me souviens plus si c'est autobiographique ou pas, en fait, je viens de percuter, je suis pas sûre. J'ai peur de dire des bêtises, du coup. C'est possible que ce soit autobiographique. Bon, en tout cas, on a une héroïne qui raconte en fait sa vie, sa relation avec sa mère et sa grand-mère. Et bon, voilà, pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein. Et du coup, c'était très intéressant au niveau parce qu'on ça parle un peu des femmes en Corée, et tout ça, parce que c'est coréen, hein, je précise. Atelier des cahiers, ils sont spécialisés en fait dans la littérature coréenne. Et voilà, c'était intéressant. Après,
Voilà, ça reste une petite nouvelle, il se passe pas grand-chose hein, dedans, on va pas se mentir. Voilà, donc c'est pas un coup de cœur, parce que je sais pas... Bon, voilà, c'était mignonné, c'était sympathique, c'était touchant. C'était très touchant. En plus, voilà, en plus elle raconte la maladie de sa grand-mère, etc. Mais après, voilà, voilà, c'était vite lu. Je vais pas en garder un souvenir impérissable, on va pas se mentir. C'est pas le meilleur atelier des cahiers que j'ai lu. Mais bon. Mais c'était sympa. Donc voilà pour celui-ci. Alors, vu mon échec avec... c'était quoi déjà? Comment bien rater son mariage à Noël? Du coup, voilà, je suis restée dans cette idée quand même. Je me dis, merde, j'avais envie de lire un truc de Noël, mais de pas user mon crédit pour ça. Et du coup, j'ai trouvé ce livre audio gratuit sur Audible, qui est vraiment un livre audio. Voilà, ça n'existe pas en papier. C'est un format spécial pour Audible, en fait, avec des vrais acteurs qui racontent. Et c'était vachement bien, en fait. Le livre avec les dindes, ah, je connais pas. Et donc, Meurtre sous le gui, ça s'appelle. Donc, c'est une production spéciale Audible, et c'est Audible Québec, hein, visiblement, puisque c'était des acteurs et actrices québécois. Et du coup, c'était lu avec l'accent québécois, mais j'ai trop kiffé en vrai. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup. J'avais écouté un Patrick Sénécal comme ça aussi avec l'accent québécois. Je trouve ça trop bien parce que ça nous met vraiment dans l'ambiance, quoi. Et du coup, bah là c'était bien. Et ça m'a trop fait penser à la saga Anna Swensen en fait, puisque on y suit une femme, une jeune femme qui tient, alors elle tient pas une pâtisserie comme Anna Swensen, mais elle tient une boutique de Noël, parce que pourquoi pas. Et en fait, elle est célibataire et elle flirtouille un peu avec le shérif du coin, quoi. Du coup, enfin, c'est pas le shérif, mais ouais, je sais pas ce quel est son grade, et c'est un policier. Du coup, un peu comme Anna Swensen, sauf que là, il n'y a pas de triangle amoureux, mais bon, c'est un peu le même truc. Et puis, du coup, comme Anna Swensen, elle va enquêter, alors que c'est pas du tout son boulot d'enquêter, sur des meurtres dans leur toute petite communauté. Voilà, c'est vraiment le même délire. Et en fait, alors, c'est pas une seule histoire. Je précise parce que du coup, je savais pas, moi je pensais que ce serait la même histoire, mais non, il y a plusieurs petites histoires. Voilà, c'est plusieurs nouvelles en fait, où à chaque fois qu'ils mettent en scène donc les mêmes personnages, et à chaque fois avec un meurtre différent à résoudre. Voilà, bon, c'était sympa. Alors après, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pareil. Mais c'était sympa à écouter pour Noël. Ça mettait pas mal dans l'ambiance. C'était assez doudou, j'ai trouvé. Honnêtement, s'ils en sortent des nouveaux comme ça, je les écouterai avec plaisir. Surtout que bah, ça ouvre la voie, je trouve, à d'autres histoires. Donc voilà. Il y a pas vraiment de début ou de fin, en fait. Comme Anna Swensen. Ah ouais, c'est vrai, Karine? Ah, c'est marrant. Oui, du coup, c'est peut-être des acteurs que tu peux connaître. Moi, forcément, je connaissais pas, mais en tout cas, voilà, c'était très bien lu. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était sympa. C'était sympa pour un truc sans prétention. C'était pour le coup, voilà, production originale parce qu'il y avait vraiment avec les bruits de fond, etc. On était vraiment dedans, quoi. C'était fait exprès. C'était bien foutu. Voilà pour celui-ci. Alors, je change complètement de registre après tous les trucs de Noël, là. Avec une autobiographie. Donc, Papa, pourquoi tu es riche et maman, elle est pauvre, de Sandra Rosenzweig, qui est une amie, en fait. Alors, ça va être dur un peu de parler de ce livre, et surtout de juger ce livre. En fait, je vais lui faire une petite chronique, je pense, sur Insta.
Mais ça me paraît difficile en fait de juger des qualités littéraires, etc. à partir du moment où voilà, on est dans une autobiographie. Elle a pas écrit ce livre euh, pour, pour écrire un livre, voilà, pour le plaisir d'écrire un livre en fait. Elle a écrit un livre pour raconter son histoire. Est-ce il y a une différence en fait entre les deux. Après, il y en a qui font des autobiographies, mais qui mettent un style, etc. Machin, donc dans un but littéraire. Là, c'est pas le cas. Donc du coup, c'est difficile de voilà, je peux pas trop juger des qualités littéraires du livre parce que c'était vraiment pas le but du truc, mais je voulais le mettre quand même et en parler. Donc je pense que je ferai une chronique sur Insta sans mettre de notes. Mais voilà, mais c'est intéressant parce que elle raconte donc son enfance difficile avec un père qui battait sa mère, puis qui a été, enfin leur relation a été ensuite assez compliquée également. Elle raconte vraiment toute sa vie en fait. Elle raconte comment elle aussi, elle a dû subir une relation toxique, que son fils, elle parle aussi du TDAH de son fils, qui en plus avait un père maghrébin et donc il a subi le racisme aussi. Enfin bon bref, il y a beaucoup de thématiques dans ce livre. Et du coup c'est intéressant parce que bah voilà, si nous-mêmes on a vécu une ou plusieurs de ces problématiques ou qu'on a connu des gens ou même parce qu'on veut un peu s'informer là-dessus, c'est toujours intéressant quand même d'avoir comme ça des points de vue là-dessus de gens qui ont vraiment vécu ça. Voilà, après, il faut pas non plus le voir comme un livre de conseils ou de choses comme ça. Vraiment, ce livre, vraiment, c'est rien à voir par exemple avec Triste Tigre dont je vais parler un peu plus loin. Elle a vraiment écrit ce livre comme défouloir en fait. Voilà, elle a voulu écrire ce qu'elle avait sur le cœur, etc. Et c'est pour ça que c'est très très difficile de juger un livre comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'allais dire je suis contente de l'avoir lu. C'est un peu bizarre de dire ça, je suis pas contente de ce qui lui est arrivé et tout ça. Mais je veux dire, voilà, c'est toujours intéressant à lire et voilà. Du coup, quoi dire de plus c'est euh, c'est un peu compliqué, mais encore une fois, voilà, c'est vraiment pas un livre qui appelle à conseiller des choses, etc. Surtout que, bon, elle parle vraiment de ses ressentis en brut. Et voilà. Voilà pour celui-ci. Mais je voulais quand même en parler. On revient au truc de Noël. Un peu gentil, on va dire. Avec Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je comprends pas pourquoi ce livre se fait défoncer autant. Faut que tu m'expliques, Steph, parce que toi tu l'as vraiment pas aimé. Alors oui. Alors en fait, il y a deux choses parce que je me souviens que Sèvres disait oui, si les gens n'ont pas aimé, c'est parce que c'est censé être un cozy mystery, mais c'est pas un cozy mystery. En vrai, moi je trouve que c'est un cozy mystery. Mais parce que sinon, si c'était pas un cozy mystery, ça serait problématique parce que il y a beaucoup d'invraisemblances et de facilités scénaristiques qui font que ça passe. En fait, le problème de ce livre, c'est ça. Il est très hybride. Donc, il y a le côté cozy mystery qui ressort parce que c'est quelqu'un qui enquête qui n'est pas. Enfin, qui était flic mais qui ne l'est plus. Euh, donc, qui est un civil en fait, une civile en l'occurrence. Euh, Il y a le côté cosy parce que voilà, on n'est pas dans une réelle enquête policière et puis on est dans un environnement un peu particulier comme ça en huis clos dans un train. Il y a le côté cosy parce que voilà, beaucoup de facilité scénaristique comme dans la plupart des cosy mystery. Anna Swensen, ça n'a rien de réaliste par exemple, hein, voilà. Donc c'est logique. Et en même temps, il y a le côté pas cosy parce que ça parle de thématiques un peu dures comme le viol, les violences conjugales, voilà, les relations toxiques, etc. Et qui fait que
bah peut-être ça n'a pas plu aussi aux fans du genre qui préfèrent les trucs un peu doudou, gentillés, rigolos, tout ça. Donc c'est compliqué ce livre. C'est compliqué parce que les fans de thriller qui ont besoin de trucs réalistes, ils vont pas aimer. Et les fans de Cozy Mystery qui ont besoin de trucs tout choupinou, ils vont pas aimer non plus. Comment on fait? Donc en fait, la solution, je pense que c'était de partir, comme je l'ai fait moi et comme Sève l'a fait aussi, de partir du principe que c'est un Cozy Mystery, donc ça va être invraisemblable, et donc il faut partir de ce truc-là, et pas s'attendre à un truc choupinou non plus, en fait. Voilà. Et là, quand on fait ça, ben, y a moyen qu'on aime le livre. Du coup, je vais quand même parler de l'histoire. Donc, c'est une femme, donc c'est une ancienne flic qui doit retrouver sa fille pour Noël, et sa fille est sur le point d'accoucher. Voilà. Et donc, elle va devoir prendre le train, un train de nuit. Voilà, un train de nuit, parce que c'est le seul qu'elle a. Et le problème, c'est que il va y avoir... le train va dérailler. J'aime bien parce que, en vrai, il y a... En vrai, ce qui est con, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux... Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est qu'il y a deux choses qui se télescopent alors que c'était pas la peine, en fait. Et pourquoi faire un accident et en plus un meurtre? Alors que finalement, bon, il y aurait eu un meurtre, déjà, ça aurait suffi pour bloquer tout le monde, plus ou moins. Bon, voilà, bref, peu importe, on va pas rentrer dans les détails de ce qui est vraisemblable ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a le train déraille, et pendant que le train déraille, il va y avoir un meurtre. Et du coup, donc tout le monde est bloqué, et en plus, il va falloir se dire qu'il y a un assassin parmi le groupe, parmi les passagers. Et voilà, donc ça part comme ça, bon, très classique, hein, Crime sur l'Orient Express, tout ça, évidemment, la référence est évidente. Mais voilà, mais du coup, ça va... Les thématiques sont assez profondes, parce qu'on sait que la victime était dans une relation plutôt toxique. Et puis voilà, on sait aussi que l'héroïne, elle a subi un viol quand elle était jeune. Et bon, il va y avoir beaucoup de choses qui tournent autour de cette thématique, de ces thématiques-là. Voilà, donc c'est pas très très joyeux. Mais n'empêche que, ben moi j'ai bien aimé. Je trouvais qu'on était quand même bien... Alors, dans l'ambiance de Noël, et peut-être pas, mais je veux dire dans l'ambiance de Noël comme peut l'être un Cozy Mystery, quoi. Voilà, je veux dire, ok, d'accord, il y a des thématiques un peu dures, mais c'est pas non plus un roman noir, super réaliste, super dur. Non, c'est pas vrai. Voilà, on est quand même on reste quand même, je trouve, un peu dans le cosy. Voilà, on reste quand même dans le cosy, juste c'est moins, c'est évidemment pas rigolo. Mais voilà, c'était quand même une ambiance cosy. Moi j'aimais bien. Moi j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était parfait pour lire pendant la période de Noël. Voilà quoi, je comprends pas pourquoi ce torrent de haine sur ce livre. Enfin si, pour moi c'est dû à ce que j'ai expliqué plus tôt, quoi. Voilà. Ensuite, donc j'ai lu Aurora Borealis de Nicolas Feuze, qui a été un des tout derniers livres que j'ai lu de l'année. Et en tout cas, le dernier que j'ai lu sur ma liseuse. Après, en audio, c'était un autre dont je vais parler plus tard. Écoutez, c'était très bien. C'était très bien. Alors, c'était mal parti, j'avoue, parce que Nicolas Feuze, il est quand même un petit peu boomer, on va pas se mentir. Et j'avais un petit peu de mal avec certaines réflexions qu'il avait. Ouais, tu sens un petit peu tu sens un petit peu le réac un peu conservateur et tout ça. Mais bon, bref, passer outre ça. Je me suis dit bon, ça va, c'est un thriller, passe outre tant qu'il insiste pas là-dessus, ça va. C'est juste des petits commentaires, ça va. Le truc tourne pas autour de ça, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait un autre truc qui m'avait embêté aussi. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ouais, peut-être un petit peu aussi, un petit peu d'invraisemblance sur certains trucs aussi.
un petit peu de facilité. On va pas se mentir, mais bon, comme c'est un thriller français, enfin français, suisse en l'occurrence, mais francophone quoi. Mais voilà, c'est pas non plus. Faut pas trop en demander. Je crois que j'ai arrêté d'attendre énormément d'un thriller francophone, j'avoue. Donc l'histoire, en fait, alors on va suivre deux temporalités. Dans une des temporalités, on suit un homme qui va se retrouver malgré lui dans une espèce de tuerie de masse slash prise d'otage, on va dire. Mais on va vite comprendre que c'est un peu lui qui a généré ça. Voilà. Et on comprend que c'est à cause du fait qu'il ait vécu quelque chose en Laponie des années auparavant. Et donc la deuxième temporalité, ça va être ça. Qu'est-ce qui s'est passé en Laponie? À chaque fois, presque tous les chapitres finissent par qu'est-ce qui s'est passé en Laponie? C'est tellement d'accord. Et donc on va suivre une famille, un couple et 3 enfants, enfin 2 ados et un enfant, très précisément, qui vont partir en vacances en Laponie. Et le problème, c'est que là-bas, il va se passer un drame. Je vous dis pas quoi. Et on comprend donc que c'est lié à la tuerie, prise d'otage qui va y avoir lieu ensuite. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé les twists. Il y en avait un que j'avais deviné, mais depuis presque le début en fait, parce que je sais pas. Alors, c'était pas des indices qu'il a semés, mais il y a des trucs qui me faisaient dire oh, on dirait que, j'ai bien l'impression que, et après en fait ça va se confirmer petit à petit. Enfin pour moi ça s'est confirmé et du coup voilà, il y a un des twists que j'ai deviné. L'autre que j'avais, mais comme tout le monde je pense, cru deviner, mais non. Parce qu'en fait, l'auteur, pour le coup, l'auteur a bien fait son truc. En fait, il fait style, hey, je vous fais deviner quelque chose. Mais en fait, non. Ah merde. Je me disais aussi que c'était un peu trop facile. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé les rebondissements dans ce livre, les petites révélations, etc. Voilà, un bon thriller très sympathique. Il était assez court. C'est vraiment tout à fait le genre de lecture, si vous aimez les thrillers, hein, qu'il faut lire si on a une panne de lecture, voilà, parce que c'est facile, parce qu'on est direct dans le vif du sujet. Il n'y a pas de temps mort, etc. Comme il est court, il n'y a aucun temps mort. Hein, là, pour le coup, il n'y a pas de longueur ni rien. Ça coule. Et puis voilà, puis il y a de bons rebondissements, des bons twists, tout ça. Donc c'était sympa. Après, ça... Je pense pas que ça me restera en mode... Enfin, je veux dire, voilà, je vais pas l'oublier parce que je pense qu'il y avait quand même des trucs vraiment intéressants, notamment, voilà, ces petits twists sympathiques. Mais voilà, ça restera pas dans mon top des thrillers, quoi. Voilà, voilà pour celui-ci. Alors, un autre thriller que j'ai lu donc dernièrement, c'est Le Serment. Donc on est encore en Finlande. Le Serment de Arttu Tuominen, que j'ai lu juste avant Aurora Borealis d'ailleurs. Et ben écoutez, j'ai pas grand... En fait, c'est dur parce que vraiment les 4 premières lectures... Alors, il y a 2 coups de cœur, il y en a 2, c'est pas des coups de cœur, mais c'est quand même des excellentes lectures, voilà. Donc là, on est à la 4e. Pardon. Et vraiment, voilà, j'ai rien à redire sur ce thriller. Après, voilà, c'est pas un coup de cœur parce que ça reste plus ou moins classique quand même. Voilà, il n'y a pas le truc qui m'a fait dire waouh, c'est trop génial, quoi. Donc en fait, l'histoire, c'est il va y avoir un meurtre, évidemment, vous allez me dire c'est un thriller. Enfin non, comme je disais tout à l'heure, il y a des thrillers où il n'y a pas de meurtre, hein. Mais là, il y a un meurtre. C'est un homme qui va en tuer un autre pendant une soirée un peu beuverie, en fait.
Mais c'est un peu une soirée de cassos, quoi. C'est plutôt... Enfin, de cassos, pardon, c'est un peu irrespectueux pour ce que j'allais dire. C'est plutôt des sans-abri. Tous les sans-abri ne sont pas des cassos, hein. Mais voilà, c'est un peu des marginaux. Voilà, on va dire ça, ça va être beaucoup plus respectueux. C'est vraiment une soirée de marginaux. Et il y a un homme qui va tout à coup prendre un couteau et en dégommer un autre. Comme ça, sans raison apparente, pardon. Et il va se barrer ensuite. Donc évidemment devant témoins, etc. Mais devant témoins qui sont à moitié défoncés. Donc ça n'a pas beaucoup aidé la police. On va quand même rapidement retrouver l'auteur du meurtre. Et le truc, c'est que... Alors, c'est pas un spoil parce qu'on le sait vraiment quasiment dès le départ. Le problème, c'est que le tueur était un ancien ami d'enfance du commissaire, en fait, qui va être en charge de l'enquête. Voilà. Et bah, le commissaire, et en fait, ah oui, et la victime, les deux connaissaient la victime, puisque c'était leur ennemi, en fait, leur ennemi quand ils étaient gosses. Voilà, ils avaient 12-13 ans. Et c'était un gamin qui leur faisait des misères, quoi. Et donc voilà. Et donc du coup, bah, le commissaire, il est en mode, bon, d'accord, voilà, je suis en charge de l'enquête et tout ça, mais en même temps, ça me fait un petit peu chier, parce que bah, finalement, c'était un peu une bénédiction, ce meurtre, quoi. Voilà. Bref, donc j'en dis pas plus, mais on va être là aussi sur deux temporalités, donc l'enquête, et puis le passé, donc 1991, quand ils avaient 12-13 ans, et qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et pourquoi il en est venu à le tuer, et voilà, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. C'est vachement bien, c'est... Enfin, j'ai surtout adoré, bah, comme c'est souvent le cas dans le polar nordique, le récit au passé est souvent le plus intéressant au final. J'ai vraiment adoré, voilà, suivre ces gamins. Et voilà, savoir, parce que vraiment, l'auteur, il sait vraiment bien maintenir le suspense, en fait, pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en plus, tu as plusieurs choses qui se sont passées jusqu'au truc ultime que voilà, dont tu ne te doutes pas une seule seconde. Et franchement, c'était vraiment bien foutu pour ça. Il est très très fort pour maintenir le suspense, je trouve. T'avais bien aimé, toi, Martine? Ok, Stéphane. Ben, Ouais. Tu vas passer chez Sèvres, du coup? Ce serait cool. Moi, je pense pas chez Choche. Je pense passer chez Sèvres aussi vendredi. Du coup, je sais pas encore de quoi je vais parler. Peut-être justement de mes deux coups de cœur. Il y a de fortes chances. Et puis ça dépendra de ce que j'aurai lu cette semaine. Ok, super. Donc voilà pour Le Serment, qui est un très bon polar finlandais. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, bah, je serais ravie de lire son second, qui est La Revanche, je crois, qui se passe dans le milieu LGBT. Ça m'intéresse fortement, du coup, c'est cool. Voilà. D'accord, ok, Stéphane. Bon, on a hâte de voir ça, alors. Ça marche. Ensuite, donc, j'ai lu le fameux Triste Tigre de Neshino, qui n'est pas autant un coup de cœur, qui n'est pas un coup de cœur, d'ailleurs, tout court, parce que je sais que voilà, tout le monde a été ultra dithyrambique sur ce roman, et a raison, hein, attention, hein, je suis pas en train de dire bof, non, pas du tout. Mais c'est pas un coup de cœur parce que je sais pas, j'arrive pas à dire ce qui m'a pas laissé de marbre, j'irai pas jusque là quand même, faut pas exagérer, mais qui a fait que j'étais moins dans l'émotion que les autres en fait, alors que pourtant je suis très empathique, très hypersensible et tout, mais je sais pas, je pense que c'est sa façon de raconter les choses qui a fait que je suis restée un petit peu en dehors du truc. Mais en dehors de ça, c'était extrêmement bien écrit, bien raconté, avec
Donc ça parle donc évidemment, l'autrice parle de l'inceste qu'elle a subi quand elle était enfant et ado. Ça a duré, je crois, 9 ans, si je ne me trompe pas, par son beau-père. Voilà, le compagnon de sa mère. Alors, c'est pas un inceste à proprement parler en tant que lien du sang, mais ça reste un inceste parce que c'était un père pour elle, en fait. Hein, voilà, c'était le compagnon de sa mère et avec qui elle est restée pendant extrêmement longtemps. Donc voilà, c'est vraiment, ça reste un inceste. Et du coup, voilà, elle va raconter ça. Et puis, bon, bah, elle va évidemment élargir un peu le truc sur cette thématique-là. Et puis des violences faites aux enfants d'une façon générale. Oui, tout à fait, Stéphane. Alors, c'est complètement... effectivement, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'étais moins dans l'émotion. Mais que malgré tout, j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant parce qu'il est très très analytique. En fait, elle se contente pas. C'est pour ça que ça a vraiment rien à voir avec le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que c'est pas juste elle raconte ce qui lui est arrivé, c'est vraiment elle va parler extrêmement bien. Il y a un côté essai aussi, hein. Il y a un côté essai parce qu'elle va parler vraiment bien de cette thématique avec des études, voilà, pas mal d'histoires sur le sujet, etc. Il y a un truc d'ailleurs que je connaissais pas, c'est, je sais plus, c'est un test un test par rapport aux maltraitances qu'on a subies étant enfant. Et en fait, les résultats de ce test font que on a plus ou moins de chances de développer certains traumatismes et même certains cancers, etc. Enfin voilà, il y a vraiment pour dire que les traumatismes de l'enfance voilà, marquent toute une vie en fait. Sont non seulement extrêmement graves, mais voilà, ça peut détruire vraiment, enfin, ça détruit d'ailleurs ta vie, hein, voilà. Et ouais, c'est clair. Oui, oui, Stéphane, je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà, c'était pas juste. Effectivement, c'était pas. Alors après, celui de Sandra tout à l'heure, c'était pas non plus Je raconte mes malheurs, c'était plus une catharsis. Parce que j'ai parlé d'un autre livre autobiographique tout à l'heure qui était plus catharsis, voilà, cathartique en l'occurrence. Et là, il y a un côté un petit peu cathartique, certes, mais on est plus dans le côté analytique de la chose. Et donc oui, voilà. Et vraiment, même si, voilà, il n'y a pas eu pour moi l'émotion que d'autres ont eu, il n'empêche que pour moi, c'est vraiment un livre nécessaire, que je suis contente que ce livre ait gagné des prix, et je pense que vraiment, il faut qu'il passe entre toutes les mains parce que c'est extrêmement important, et que j'arrête pas de dire extrêmement, mais je suis un peu dans l'hyperbole, mais voilà, c'est comme ça, il y a trop de choses qui sont dites dans ce roman et qui ne sont pas dites ailleurs, dans ce roman, dans cette biographie plutôt, dans cette autobiographie, c'est pas un roman, autobiographie / essai, j'ai envie de dire, franchement. Ben oui, lis-le, ouais, Stéphane. Et voilà, et en plus, il y a des qualités littéraires indéniables, parce que c'est extrêmement plaisant à lire. Mais voilà. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses, et je me suis identifiée à certains trucs aussi. Voilà. Donc, voilà, c'était un livre nécessaire. Je ne peux dire que ça. Voilà, je suis contente qu'il ait eu le succès, qu'il ait connu un tel succès. En vrai, vraiment, c'est important. C'est important. Ensuite, allez, donc du coup, premier coup de cœur qui a été ma dernière, toute dernière lecture de l'année. Au final, il s'agit des Aiguilles d'or de Michael McDowell. Je m'attendais pas à ça.
Je ne m'attendais pas à ça. Je savais pas à quoi m'attendre en vrai. Vraiment, je partais là-dedans en me disant. Hmm. Alors, je l'ai en papier, je l'avais acheté hein, parce qu'il est très beau, mais je l'ai écouté en audio. Ben parce que je l'ai vu dispo et que je me suis dit, oh, allez, t'as plus de livres audio à écouter là. Je savais pas quoi écouter en fait. Il me restait une bonne semaine avant la fin de l'année et je savais pas quoi écouter. Et je me suis dit, tiens, je vais me lancer là-dedans parce que ben ça peut être un bon livre pour la fin d'année, quoi, je sais pas. Voilà, puis j'avais vu, il y avait Malo encore qui avait redit la dernière fois, qui avait adoré et tout ça, machin. Et donc je me suis dit, bon allez, je vais me le faire en audio et putain, franchement, c'était génial. C'était vraiment génial. Donc c'est l'auteur de la saga Blackwater. Hein. Donc pareil, c'est un livre qui date, je pense, j'ai pas regardé la date pour celui-ci, mais qui doit bien dater des années 80. Ce sont des livres qui sont réédités par la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, avec ces très, très belles couvertures à chaque fois. Mais rien à voir avec Blackwater. Si ce n'est le côté féministe, maybe un petit peu plus présent ici que dans Blackwater, cela dit. Mais en tout cas, voilà, parce que Blackwater, il y avait le côté matriarcal, tout ça. Là, c'est plus, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais il y a un côté aussi clan matriarcal. Il aime bien. C'est marrant, hein, pour un auteur des années 80, il aime bien les clans matriarcaux. Voilà, il y a encore ça. 1980, merci Karine. Ah, il a même écrit avant Blackwater, du coup, j'ai l'impression. Parce que je crois que Blackwater, c'était 84 ou quelque chose comme ça. Ok, merci pour l'info. Bah, franchement, c'est hallucinant comme pour un livre des années de 1980, il est super moderne. Alors, c'est un roman historique, donc il n'y a pas de fantastique, hein, contrairement à... Je vais y arriver. Blackwater, voilà. Mais on a le côté un petit peu, voilà, il aime bien l'histoire de famille, hein, il aime bien l'histoire de famille, Michael McDowell, on va pas se mentir, puisque on est dans un affrontement entre deux familles. Ce qui était plus ou moins le cas un petit peu dans Blackwater aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Non, là on est vraiment dans un affrontement entre deux familles, l'une qui fait partie des familles les plus en vue, on est à New York, hein, oui on est à New York, les plus en vue de la ville. Alors, j'ai oublié de préciser la période. On est à la fin du 19e siècle. Donc, on est en 1880. Voilà, enfin, ça se déroule sur quelques années, mais quand même, un plus ou moins court laps de temps. On est autour de 1880. Et donc, on a, voilà, une famille, c'est les Stallworth, je sais plus. Je sais plus. Bon, moi, les noms, hein, vous le savez. Bref, on a la famille c'est le patriarche, c'est un juge. Il y a son fils qui est révérend. Sa fille qui est mariée avec un journaliste. Puis on a les petits-enfants aussi qui, voilà, c'est plus ou moins important. Bref, on a toute cette famille-là qui font partie un peu, voilà, des personnalités en vue de New York et qui sont assez puissants. C'est une famille très réac. Ouais, attends, j'ai pas fini, ouais. C'est une famille très réac. Donc voilà, ils sont totalement républicains, hein, voilà, ils détestent les démocrates, voilà, ils veulent écraser les démocrates. Et de l'autre côté, on suit, donc on est dans le triangle, ce qu'ils appellent le triangle noir. En fait, c'était un quartier de New York malfamé, tout ça, qui est connu pour ses prostituées, ses tables de jeu, etc. Et donc dans ce triangle noir, on suit une matriarche cette fois. C'est Lena Shanks, elle, j'ai pas oublié son nom du coup. Dont l'une des filles est une avorteuse. Voilà, donc avortement clandestin, évidemment.
Mais donc elle avorte pas à coups de cintre, enfin, c'est pas des cintres à l'époque, mais en tout cas à coups de trucs physiques. C'est plutôt avec des remèdes, etc. C'est pas, du coup, c'est beaucoup moins dangereux pour les femmes qui viennent la consulter. Et puis, ces autres enfants et petits-enfants qui vivent un peu de larcin en tout genre. Et donc, elle, Léna, la matriarche, elle est prêteuse sur gage. Mais voilà, en fait, il y a tout un espèce de trafic comme ça au sein de ce triangle noir. Et donc, évidemment, elles sont très liées aussi à certaines prostituées, etc. Enfin, voilà, ils s'entraident en fait entre eux. Et évidemment, ils sont la cible, ils vont devenir la cible number one de la famille du juge républicain qui veut absolument faire du nettoyage, hein, on en est là, oui, voilà, faire du nettoyage de ce quartier. Et donc, on va suivre comme ça. Et qu'est-ce que c'était passionnant, c'était vraiment passionnant. À coup de vengeance, Ah, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Je peux pas vous raconter, je veux en rester là parce que moi j'ai eu la surprise de découvrir. Tout ce que je savais, c'est que voilà, il y avait ça, cet affrontement entre les deux familles, j'en savais pas plus. Et franchement, j'ai eu la surprise de découvrir au fur et à mesure tout ce qui se passait et je trouvais ça génial. Et voilà, clairement une histoire de lutte des classes et de vengeance. C'est vraiment ça, hein. Mais avec, oui, ce côté un petit peu féministe aussi, hein, et puis ce côté démocrate. Hein. On comprend que l'auteur est démocrate. Hein. Je crois que là, il n'y a pas de doute. Mais voilà, en tout cas, c'était... En fait, le scénario, enfin, je veux dire, le pitch de base, il est assez classique, mais tout ce qui va se passer dans l'histoire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que l'auteur nous balade sur pas mal de trucs en fait et il nous prend un peu à revers comme ça. Ah là là, c'était génial. Moi je me suis régalée. Je me suis vraiment régalée et je l'ai bouffé. Je vous dis, voilà, je n'arrivais pas à dormir là après l'histoire de ma porte coincée là. Je l'ai terminé le livre comme ça. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc voilà, un excellent livre que je vous recommande fortement et qui n'a tellement pas vieilli. En fait, moi j'hallucine qu'il date de 1980. J'hallucine vraiment qu'il date de 1980 ce livre parce que il pourrait largement avoir été écrit aujourd'hui, quoi. Parce que comme c'est un roman historique, en plus on sent pas le fossé des 40 ans en fait, plus de 40 ans. Mais l'écriture est tellement moderne. Moi, ça me fait halluciner, quoi. Ah oui, lis-le, Natacha, franchement, je pense que tu vas aimer, hein, vraiment. Et pareil, il n'y a pas de temps mort et tout. Alors, au début, il y a la présentation de tous les personnages, donc faut rentrer dans le truc, évidemment, mais c'est normal. Mais après, une fois que les personnages sont posés, bim, ça part. Et alors là, c'est... On est dedans. Et c'est vraiment excellent. Bibi. Ouais, en plus en audio c'était bien, franchement, c'était très, le lecteur était très bien. J'étais bien dans l'ambiance. Il y a un côté en plus ambiance, alors pas victorienne puisqu'on est après, hein, mais il y a un côté, enfin on est à la fin, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est morte la reine Victoria, mais bon, de toute façon c'est pas à Londres, c'est aux États-Unis. Mais c'est marrant parce que c'est aux États-Unis, mais il y avait vraiment il y avait ce côté un petit peu londonien, je trouvais. Ça m'a fait un peu penser à ça. Il y avait une ambiance un peu à la Jack l'Éventreur, en fait. C'est pour ça que je dis aussi victorien, parce qu'il y avait vraiment cette ambiance-là, du fait qu'on soit aussi parmi les prostituées, tout ça. Il y avait un peu cette ambiance-là, en fait. Du coup, oui, il y a un petit côté gothique. Vraiment, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé les personnages. Alors, oui, il y a un petit côté assez manichéen, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment les gentils démocrates. Mais d'un autre côté, les gentils démocrates contre les méchants républicains, mais les démocrates, ils sont pas cuit-cuit, les petits oiseaux, quoi. Voilà.
il y a des trucs vraiment, ouais, ok, quoi. Non, non, enfin, c'est pas cuicui les petits oiseaux, mais c'est juste. C'est juste. Voilà, c'est un peu cathartique aussi, quoi. On aime bien. On aime beaucoup. Donc voilà. Du coup, ouais. Du coup, bien différent de Blackwater, parce que Blackwater, moi aussi, enfin, moi, j'avais aussi aimé pour l'ambiance gothique, mais ça n'a rien à voir. Franchement, les deux n'ont rien à voir, hein. Pourtant, c'est le même auteur, mais Blackwater, c'était une saga familiale avant tout, et effectivement, on suit vraiment sur plusieurs décennies c'est l'évolution de ces familles. Mais alors que ça va à 100 à l'heure, et on a un aspect beaucoup plus politique aussi, hein, voilà, vraiment. Ben, faites-vous plaisir, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, en tout cas. Voilà, après, ça, c'est encore une fois, hein, c'est toujours pareil, c'est mon humble avis. Mais franchement, je suis tellement ravie de l'avoir lu, et je suis tellement ravie que Monsieur Toussaint Louverture ait réédité ce livre. Excellente idée d'avoir fait ça. Voilà. Et du coup, bah, purée, je sais pas s'il a encore écrit d'autres livres, mais j'espère qu'il va de nouveau être édité, parce que vraiment, je vais continuer j'allais dire de suivre cet auteur. Malheureusement, je crois pas qu'il écrive encore aujourd'hui, mais bon. C'est un contemporain de Stephen King, hein. Mais d'ailleurs, ça se voit, parce que... Alors là, celui-là, Blackwater ressemblait un petit peu à Stephen King sur certains points, celui-là moins. Mais par contre, au niveau idées politiques, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Clairement, McDowell et Stephen King, sont tous les deux des démocrates convaincus, humanistes, féministes. Voilà, on sent l'influence entre les deux, quoi. Du coup, c'est intéressant. Voilà pour celui-ci. Et donc, le best des bestes qui va être ma nouvelle Bible. C'est un essai. Vous l'aurez peut-être deviné si vous m'avez suivi ces derniers temps. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, de Léane Alestra. My God, ce livre, quelle révélation. Mais quelle révélation. Aïe, aïe, aïe. Donc, dans cet essai, Léane Alestra nous explique pourquoi elle considère que... Enfin, c'est pas elle, hein, qui considère, en fait, elle a fait toute une investigation, toute une enquête, toute une étude, etc., basée sur des études sur l'histoire, avec un grand H, sur des sondages aussi, sur pas mal de choses. L'auteur mec... C'est un mec, Léane Alestra? Ah bah ça, c'est pas mal alors. Non, c'est une femme quand même. Surtout que, ben non, c'est une femme, elle est lesbienne en plus. J'allais dire... Ah d'accord, ok, pardon. Ah, il est décédé, McDowell. Parce que tu me dis l'auteur mec, j'étais là, mais je sais que McDowell, c'est un mec. Du coup, je crois que tu parlais de Léane Alestra, j'étais là, quoi? Ça me ferait mal que ce soit un homme. Il est décédé. Ah d'accord. Mais en plus, le pire, c'est que je l'avais vu qu'il était décédé. Je suis con. J'avais oublié. J'avais juste oublié. Autant pour moi. Merci pour cette correction. Non, elle est lesbienne en plus, Léane Alestra. Salut, Miss Show. Ouais, t'arrives... C'est le dernier livre. Bonne année, en tout cas. Bonne année à toi. Et merci, bah oui, moi ça va. J'espère que toi aussi, du coup. Donc, je disais que l'autrice, voilà, s'est appuyée sur énormément d'études et de plein de choses pour nous expliquer qu'en fait, à son sens, et au sens de beaucoup de gens d'ailleurs qui vont témoigner dans ce livre, les hommes préfèrent les hommes. Vous allez comprendre. Voilà. D'où le titre. Alors, c'est pas que les hommes sont homo, hein. C'est pas ça le principe, mais c'est que les hommes préfèrent les hommes vraiment. Et donc, en fait, c'est simple, hein, pour vous expliquer plus ou moins le concept, je vais vous lire des extraits et je pense que vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc,
Oui, c'est la fin, mais du coup, tu arrives pour le meilleur, Miss Shaw. Donc déjà, il y a un extrait que j'avais déjà lu quand j'avais fait le Read With Me, mais du coup, je vous le relis. Et donc, attention, ce ne sont que des extraits qui vont vous faire réfléchir et vraiment remettre en question vos relations avec les hommes. Hein. Je vous le dis comme ça, si vous êtes des femmes. Et si vous êtes des hommes, réfléchissez aussi à vos relations avec les femmes. Vraiment. Donc voilà, je vous invite à le faire à votre tour. S'il fallait les énumérer, combien d'hommes autour de vous, donc là c'est des questions qui s'adressent à nous, nous lectrices, combien d'hommes autour de vous s'intéressent profondément aux femmes? Combien le font sans jamais les rabaisser ni douter de leurs paroles, sans les interrompre, ni couvrir leur voix pour s'écouter parler? Combien demeurent attentifs à elles, peu importe l'âge et l'apparence qu'elles ont? Combien ne prêtent pas attention à leurs poils, leurs vergetures, bourrelets, peaux d'orange et rides? Combien d'hommes hétéros ont toujours respecté leur consentement? Prennent autant leur plaisir en compte que celui des femmes? Combien sont prêts à partager ou à prendre en charge la contraception, par exemple en passant le cap de la vasectomie? Combien payent au moins la moitié de la contraception? Combien ne les prennent pas pour leur psy ou leur conseillère, en étalant leurs désagréments et questionnements quotidiens sans rendre l'appareil? Combien ne font pas reposer l'organisation d'un week-end, d'un anniversaire ou de Noël sur les femmes de leur entourage? Combien se préoccupent sincèrement de leur bien-être et de l'avancée de leurs droits? Et combien les écoutent préoccupés quand elles abordent ces sujets? Demain, si dans votre groupe d'amis, un homme s'avère avoir eu des comportements violents envers une femme, combien d'entre eux se désolidariseront de lui et feront de la victime leur priorité? Si vous songez qu'ils sont nombreux, en êtes-vous sûr? Voilà. Allez, bim. Donc déjà, première réflexion là-dessus. Ensuite, attention, je vais quelques pages plus loin. Alors, attention, donc là, c'est sur des études, des sondages qui ont été faits sur les hommes. À savoir ce qu'ils préfèrent chez les femmes. Attention, alors là aussi, vous allez rigoler. Donc, d'abord, c'est l'autrice elle-même. En premier lieu, c'est l'autrice elle-même qui a interrogé les hommes de son entourage. Donc, premièrement, c'est ça. Donc, elle a demandé... Donc, elle est allée à la rencontre, alors c'est pas de son entourage, c'est un peu micro-trottoir, elle est allée à la rencontre d'une 50aine d'hommes cisgenres hétéros, et elle leur a posé cette question. Et toi, qu'est-ce que tu aimes chez les femmes? Donc, la plupart du temps, ces derniers m'ont affirmé ne s'être jamais posé la question. Les femmes, c'est comme ça, on fait avec, ça coule de source. Ils ont visiblement traversé des milliers de journées sans jamais se demander pourquoi ils sont attirés par certaines personnes et pas par d'autres. Ouais, attention, vous allez rire. Hein. D'autres évoquent leur amour du corps des femmes, leur douceur supposée et parfois leur voix, ne sachant pas trop quoi rajouter. Les réponses des amis et compagnons de féministes m'ont semblé légèrement différentes. Eux mettaient davantage en avant la profondeur des discussions qu'ils ont avec les femmes, ainsi que la qualité de l'écoute féminine. À la suite de cette enquête, j'ai décidé de poser la question à plusieurs dizaines de femmes lesbiennes et bisexuelles. Et toi, qu'est-ce que tu aimes chez les femmes? Pourquoi es-tu attiré par elles? Les qualités féminines relevées par les femmes queer, l'humour, la créativité, la fougue, l'aplomb, la curiosité ou l'intelligence, n'étaient jamais mentionnées dans les réponses des hommes. 2 salles, 2 ambiances. Déjà, premièrement. Ensuite, elle explique que c'est pas la seule qui a mené l'enquête. Cosmopolitan et le site de rencontre e-Darling ont aussi passé au crible les préférences masculines afin d'en informer leurs utilisatrices. D'après les résultats, 66% des hommes préfèrent les femmes discrètes et plus de la moitié privilégient les femmes plus jeunes qu'eux, en raison d'une plus grande innocence. Si l'on en croit le journal des femmes, la gentillesse est la qualité la plus recherchée par les hommes chez les femmes. Elle est citée dans 46% des cas, quand seulement 18% choisissent l'intelligence. Concernant l'humour, les hommes aiment rire mais n'apprécient pas les femmes drôles. Voilà. Vous êtes contente ou pas? Donc en gros, il faut juste qu'on soit douce, gentille et à l'écoute. Voilà. Et belle, parce que sinon, c'est... Voilà, évidemment. Donc voilà. Ensuite, c'est pas fini.
Non, mais quoi de mieux que de citer des extraits, hein. Sachant que voilà, ce ne sont que des extraits. Après, il y a énormément de choses qui sont développées derrière, hein, bien sûr, mais ce sont des extraits assez parlants. Donc, les hommes ont besoin des femmes. Attention. Bien des femmes ne sont pas dupes et savent très bien que les hommes ont en réalité besoin d'elles. En effet, si notre société tente de nous faire croire que l'indépendance est une caractéristique masculine, nous savons que l'autosuffisance masculine est un mythe. Donc là, elle cite une source. Dès l'enfance, la plupart des jeunes garçons sont habitués à être servis, soignés et choyés par des figures maternelles. À l'âge adulte, beaucoup reproduisent aussi le schéma de leur relation maternelle avec leur compagne. Là aussi, elle cite une source. En endossant la majorité des tâches domestiques et du travail émotionnel, écoute et soin de l'autre, ces dernières leur permettent d'avoir les ressources nécessaires pour avancer dans leurs projets personnels. Vous en conviendrez, tout d'un coup, la formule « derrière chaque grand homme se cache une femme » prend une autre tournure. Le problème ici n'est pas que les femmes prennent soin des autres, mais plutôt que les hommes ne prennent pas assez soin d'elles. D'ailleurs, les études démontrent que les femmes en relation avec des hommes sont davantage stressées que les femmes célibataires. En revanche, le contact avec d'autres sources d'amour, notamment féminines, les rend exceptionnellement heureuses. Voilà. Et après, elle parle des études, etc. Donc voilà. Ouais, c'est ça, Natacha. Ah oui, heureusement qu'on met de la crème pour être douce. Oui, c'est ça, c'est sois belle et tais-toi, complètement. C'est vraiment ça. Donc voilà. Donc en fait, pourquoi ils ont besoin de nous? Mais oui. Mais d'ailleurs, j'avais vu des études comme quoi, effectivement, les femmes hétéros en couple, et les femmes en couple hétéro, perdent de l'espérance de vie, de la qualité de vie, alors que les hommes en couple hétéro gagnent de la qualité et de l'espérance de vie. Voilà. Soyez ravis avec ça. Alors attendez, c'est pas fini. Donc là, on entre dans le côté, maintenant, donc là, on a vu les relations entre les hommes et les femmes. Maintenant, on va voir les relations des hommes entre eux. Voilà. Donc, l'amitié masculine. L'amitié masculine se construit généralement dans des rapports voués à rester en surface, de proximité oui, mais pas d'intimité. Comme le souligne Geoffrey L. Griff, docteur en psychologie, les hommes ont souvent besoin de partager des activités épaule à épaule pour se sentir confortables avec d'autres, en comparaison des femmes qui ont des amitiés visage à visage impliquant plus d'intimité. La plupart des hommes ne sont pas à l'aise à l'idée de s'asseoir et de discuter face à face. Quand les hommes s'écoutent ou se soutiennent, c'est souvent dans le contexte d'activité. L'impression d'une trop grande intimité fait naître la peur d'apparaître homosexuel. Donc ça, voilà. Donc aimer les hommes mais pas trop, désirer les femmes en les méprisant. Voilà, chercher la proximité de ses amis mais vivre en foyer avec une compagne. Donc contradiction, tout ça. Et après, donc elle explique, que bon, je veux vous lire justement, ça va avec. Le témoignage d'un homme qui a un podcast qui s'appelle Mise à mal, M accent circonflexe LE, qui a pour but de déconstruire la masculinité. Et donc voilà voilà 2 extraits de ce podcast. Donc c'est Flo, donc le mec qui a le podcast, qui dit: je vis des histoires d'amour plus intenses avec mes bros qu'avec mes meufs, ce qui m'amène à cette confrontation tacite entre potes et putes. Non, parce que le dicton c'est les potes avant les putes, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça me pose vraiment question. Qu'est-ce qui fait qu'une relation amoureuse avec une femme, pour moi qui suis hétérosexuelle, est une relation amoureuse et pas celle avec mes potes? La différence, c'est juste le sexe, l'intimité sexuelle. Il y a d'ailleurs un équivalent au « je t'aime » entre bros, ils se disent « je te kiffe », on se partage des sons. Pour moi, la bromance, c'est quand tu n'as plus peur de passer pour un couple. Et donc, il y a un mec qui lui répond « ouais, je pense que c'est ça, c'est con, mais pour moi, la meuf parfaite, c'est un bro. » Avec en plus toute la tendresse physique qu'on peut avoir avec une fille. C'est limite si on ne cherche pas dans la relation amoureuse hétérosexuelle la relation qu'on a avec notre bro. Car cette relation, on ne peut pas l'avoir socialement avec lui. Socialement, tu ne peux pas t'installer avec un bro toute ta vie. Voilà. Bon, je pense qu'avec ces extraits, déjà, j'ai pas mal dit. Mais après, voilà, elle parle aussi de l'histoire qu'avant, l'homosexualité, c'était pas du tout tabou. En fait, dans l'Antiquité, c'était normal, les hommes entre eux, etc. Et que c'est la religion qui est venue foutre la merde là-dedans et de dire, bah oui, mais il faut se reproduire, en fait. C'est vraiment, en fait, le couple hétéro, il part du principe qu'il faut se reproduire. Mais en vrai, c'est limite, là, elle nous explique vraiment que les hommes et les femmes sont pas du tout faits pour être ensemble, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment... Donc voilà. Merci, Anna, pour avoir répondu, ouais. Du coup, j'étais en train de lire, mais c'est ça. Ouais, 320 pages. Si t'enlèves la table et tout. Voilà, donc il est assez court. Hein. Il va y avoir des divorces.
Mais non, mais c'est ouf. Mais franchement, moi, je m'en rends compte. Ben, je veux dire, bon, moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui est lui-même assez à l'écoute et tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, fréquentant beaucoup d'hommes dans mon travail et tout ça, c'est clair que les hommes, déjà, font preuve de zéro empathie envers les femmes. On va pas se mentir. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que dans leur relation avec les hommes, et c'est ce qui est pas mal expliqué dans ce livre et que moi j'ai constaté aussi au quotidien, c'est soit ils restent en surface, donc comme c'est dit, etc., parce que sinon ça ferait trop gay, soit ils sont hyper proches, mais vraiment on dirait une relation amoureuse. Mais c'est vraiment ça, quoi. Et d'ailleurs, elle raconte aussi qu'ils s'amusent, les hommes entre eux, ils s'amusent à se faire des chabites ou des olives et machin, ils ont pas peur de se toucher des parties intimes, mais c'est pas gay, mec. Enfin voilà, il y a plein de contradictions comme ça. C'est tellement passionnant, c'est tellement. Enfin voilà, et tu réalises à quel point, effectivement. Moi, je l'ai toujours dit, à chaque fois qu'il y a des meufs qui me disent, depuis des années, depuis que j'ai un peu plus de sensibilité féministe, à chaque fois qu'il y a des meufs qui me disent, ouais, je préfère la compagnie des hommes parce que les femmes entre elles, elles sont horribles, machin truc, je leur dis, ouais, mais les hommes, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont à ton écoute? Est-ce que si tu as un problème et tout ça demain, est-ce qu'ils vont venir t'aider? Est-ce qu'ils connaissent certains détails de ta vie privée, etc. Est-ce que, enfin voilà quoi. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Moi, dans mon service, quand il y a des trucs à organiser pour les autres ou à faire des cadeaux et tout ça, c'est les femmes qui s'y collent. C'est pas les mecs. Enfin voilà. Et du coup, ouais, donc ouais, les mecs, ok, d'accord, c'est rigolo 2 minutes, mais dès que tu vas en profondeur, il n'y a plus personne, quoi. Et oui, les femmes entre elles sont horribles, mais pourquoi? Parce que bah, forcément, on nous met en compétition pour les hommes. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que, enfin, ce qui est horrible en vrai, c'est que nous, on se bouffe la gueule pour des hommes, alors que eux, ils en ont rien à battre de nous, d'une. De deux, eux, ils sont toujours solidaires contre nous, quoi. Pourquoi on n'est pas solidaires? C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Et donc en fait, nous, en gros, on est des psys, des mamans, et bon, un petit peu pour le sexe aussi, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, du coup, ouais, c'est bien que ça met vraiment en exergue voilà, la difficulté des relations entre les hommes et les femmes. Et voilà, et pourquoi? Mais c'est à cause du patriarcat, qui lui-même vient beaucoup de la religion. Hein, voilà, vraiment, elle explique très bien. Hein, c'est vraiment la religion qui a foutu la merde dans cette histoire. Parce que sinon, ben, on serait pas en mode il faut absolument se caser avec quelqu'un du sexe opposé, faire des enfants, etc. C'est fou hein, qu'on se mette mal à cause de ça, quoi. Mais bon, voilà. Je pense que les relations entre hommes et femmes iraient beaucoup mieux s'il y avait pas ce diktat-là, en fait. Voilà, sur ce, et ben, du coup, j'en ai fini de ce bilan lecture. Et bon, voilà, c'est donc ma nouvelle Bible maintenant. Vraiment. Je suis fan, je suis fan. Et encore une fois, ce qui n'est pas pour dire il faut détester les hommes, c'est vraiment, voilà, ce qu'elle dit, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, bah, s'il n'y avait pas ce putain de patriarcat de merde, avec tous ces dictats, bah voilà, les relations iraient beaucoup mieux, quoi, clairement. On n'en serait pas là, quoi. On n'en serait pas au fait que on est le 2 janvier et qu'il y a déjà eu 2 féminicides, donc un par jour, et qu'il y en a eu 135 en tout l'année dernière, donc plus de 1 tous les 3 jours. Voilà quoi, ça en fait partie aussi. Hein. Oui, exactement, oui Anna, c'est ça. Ça c'est une bonne Bible, c'est pas comme l'autre. Ah, franchement, dans mon bilan, il va y en avoir quelques-uns des livres féministes. Hein. Il y en a qui ont marqué mon année, hein, clairement. Clairement, clairement. Voilà. Bon, sur ce, du coup, YouTube, je vous dis, donc prochaine vidéo, ce sera un littérétro. Attendez, je vais peut-être enlever le... Tellement j'ai pu bouger ma souris, elle veut plus bouger, voilà.
Ce sera un litté rétro, année 1975. Ouais, j'ai mis des post-it, c'était pour les extraits en fait. Parce que chaque fois j'étais là, putain, il va falloir ça, il faut que je le dise, ça, il faut que je le dise. Mais après, il en manque en fait. Il y en avait d'autres que je voulais, mais bon, je me souvenais plus après. Donc ouais, litté rétro 1975, jeudi soir, qui sera posté le lendemain, je pense. Et puis après, ça sera le gros bilan, donc dimanche, qui sera posté lundi. Gros bilan de l'année 2023. Voilà, merci d'avoir été là, YouTube. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, les lectures en cours, j'ai oublié les lectures en cours. Vite fait, du coup, parce que j'en ai parlé juste avant aussi sur Twitch. Donc, j'ai commencé Burnham Wood de Eleanor Catton, qui est un livre de la rentrée littéraire d'hiver. Merci pour le suivi. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Put the iPhone. Ouais, alors my advice, moi, c'est de parler français. Ça serait mieux. Et non, en fait, je t'explique, ça me sert pas de micro. Voilà, j'ai un micro qui est là. Voilà. Voilà. Et après, non, si c'est juste les fils esthétiques, je m'en fous. Hein. Franchement, je suis pas là pour... C'est pas la première fois qu'on me le dit en plus, ça. Bref, tu viens perturber ma vidéo YouTube. Donc, Burnham Wood, qui est un livre de la rentrée littéraire d'hiver. Et ben, pour l'instant, je suis pas de ouf. Je suis pas de ouf parce que l'histoire part pas. C'est beaucoup de descriptions. C'est très long. J'ai du mal à comprendre où l'autrice veut en venir, etc. Donc voilà, j'essaierai encore un petit peu de continuer, mais si j'y arrive pas, je pense que je le laisserai de côté. Voilà. Et puis en audio, j'ai démarré La petite fille sous la neige, qui était un SP NetGalley que j'avais depuis longtemps, d'ailleurs. Et qui est pas mal pour le moment. Voilà pour les lectures en cours. Sur ce, je vous laisse cette fois. Et donc, je vous dis à bientôt YouTube pour une prochaine vidéo. Miaou.